et bienvenue dans ce nouveau cours d'histoire de première sur les permanences et mutations de la société française jusqu'en 1914. On arrive bientôt à la Première Guerre mondiale, ça y est, mais encore un petit peu de patience. Comme on le voit ici, en 1900, les Parisiens découvrent le métropolitain, ce qu'on appelle nous en général le métro, qui change leur quotidien. Alors ces entrées de métro qui ont été dessinées par Guimard témoignent encore aujourd'hui de l'extraordinaire modernité que fut la belle époque, à savoir les années 1870-1914. Malgré la dépression économique qui touche le monde industrialisé, ces années sont synonymes de progrès et de modernisation accélérée de la société au fur et à mesure des découvertes scientifiques. Le monde va plus vite, la santé s'améliore, et les loisirs prennent une place plus importante pour une grande partie de la population. Néanmoins, la société reste profondément inégalitaire et de nombreuses tensions persistent et se renouvellent avec le développement de l'immigration. La problématique est donc la suivante: quelle transformation économique, sociale et culturelle connaît la France de 1870 à la veille de la Première Guerre mondiale? Commençons par voir l'importance du progrès. En ce tournant de siècle, le progrès, la connaissance et l'expérience sont tellement importants qu'ils sont presque perçus comme une religion. C'est ce qu'on appelle le positivisme. On voit l'humanité progresser et les inventions se multiplient à une vitesse jamais connue auparavant, et les romans de science-fiction de Jules Verne, notamment, connaissent un succès majeur. Les découvertes scientifiques sont en effet légion. Pasteur découvre le vaccin contre la rage en 1885, confirmant la théorie microbienne et permettant des avancées majeures dans la santé. On invente le plastique, l'électricité, avec l'invention de la lampe à incandescence par Edison en 1879, ou encore la houille blanche, avec Aristide Bergès. Ces découvertes sont exposées au monde entier lors de gigantesques expositions universelles. En 1889, à Paris, 32 millions de visiteurs découvrent ainsi la galerie des machines et les prouesses permises par la métallurgie et la sidérurgie avec l'installation de la Tour Eiffel. En 1900, ils peuvent visiter le palais de l'électricité, illuminé par 5000 ampoules. La même année, le métropolitain parisien est inauguré. Henri Becquerel puis Pierre et Marie Curie découvrent la radioactivité qui conquit la société. Ce sont alors les années folles du radium. Ces innovations techniques et avancées scientifiques permettent l'accélération de l'industrialisation. On parle ainsi de deuxième industrialisation pour cette dernière partie du XIXe siècle, soutenue par l'électricité, la métallurgie, la chimie, la découverte du pétrole ou encore l'invention de l'automobile. La France devient ainsi la 4e puissance mondiale, le premier producteur mondial d'électricité grâce à la houille blanche, le premier producteur mondial d'aluminium ou encore de pneumatiques en caoutchouc grâce à Édouard Michelin à Clermont-Ferrand. Néanmoins, le tableau n'est pas si beau, la science fait peur et nombreux sont ceux qui s'inquiètent de ce progrès à outrance. L'historien Emilio Gentile parle même, lui, d'apocalypse de la modernité. Alors, avec toutes ces innovations, le quotidien de nombreux Français se transforme en profondeur. De nouvelles mobilités émergent ainsi, à commencer par le chemin de fer qui se développe, en particulier après l'adoption du plan Freycinet en 1878, permettant de mieux répondre aux défis économiques de la dépression. Surtout, de nouveaux moyens de transport apparaissent. L'invention du vélo connaît un succès au tournant du siècle. On compte ainsi 3,4 millions de vélos en France en 1914. Les Parisiens peuvent se déplacer en métro dès 1900, on l'a déjà dit. L'automobile et les autobus facilitent aussi les déplacements, tandis que les dirigeables et les premiers avions permettent aux hommes de passer, enfin, par les airs. De nouveaux modes de communication apparaissent ainsi et connaissent un succès rapide. Le télégraphe avait permis de transmettre rapidement une information dès les années 1850. Tout s'accélère avec l'invention du téléphone et de la radio. La photographie, héritière du daguerréotype, et la presse rotative viennent révolutionner aussi le monde de la presse. Enfin, l'invention du cinéma par les frères Lumière en 1895 permet aussi d'obtenir des images mouvantes comme celle qu'on voit ici avec l'entrée du train à La Ciotat. Avec l'industrialisation, les paysages ont aussi profondément changé. Les hauts fourneaux et les terrils forment l'horizon des territoires sidérurgiques et miniers, les pays noirs. De vastes complexes industriels sont construits à Longwy et au Creusot, où les usines sont jouxtées par des logements ouvriers,
et les villes s'illuminent avec l'électricité. Les loisirs aussi se développent. Si le cinéma permet de diffuser des actualités cinématographiques avec Pathé, certains comme Georges Méliès comprennent très vite son potentiel et réalisent de nombreux films qui connaissent un succès croissant. Les ouvriers fréquentent les guinguettes le dimanche, tandis que la bonne société pratique le tourisme balnéaire au Touquet ou à Thonon-les-Bains grâce au chemin de fer qui facilite les déplacements. Les Français lisent des romans feuilletons comme Fantomas de Pierre Souvestre et Marcel Alain en 1911. Ils lisent dans la presse et ils se passionnent aussi pour le sport. Le premier Tour de France est lancé en 1903 et Georges Carpentier devient une figure nationale en gagnant le titre de champion d'Europe de boxe en 1913. Les loisirs prennent une place d'autant plus importante que la loi impose un jour de repos hebdomadaire depuis 1906. Alors tout change, et très vite, mais la société reste toujours aussi inégalitaire. Si les mondains vivent la saison entre restaurants prestigieux, stations balnéaires et des grands événements comme des journées hippiques à Longchamp, et fréquentent les grands magasins qui naissent à la belle époque, on pensera notamment ici à la Samaritaine qui est fondée en 1870, les pauvres, eux, restent à l'écart. La séparation est ainsi claire entre ouvriers et bourgeois, et même dans l'espace, celle-ci est matérialisée en ville par la barrière de l'octroi. Si l'alcool est ainsi fortement taxé dans la ville, dans les faubourgs se développent les guinguettes et les cabarets, où vont aller s'encanailler aussi les gens de la bonne société. La barrière entre les deux mondes est pourtant nette et difficilement franchissable. La société évolue, mais dans une seconde partie, il est temps de voir aussi les évolutions profondes du monde du travail. Regardons d'abord la question du monde rural. Puisque, malgré l'industrialisation, la France va rester en fait majoritairement un territoire rural. En 1914, 56% des actifs sont encore des ruraux, et les 8 millions d'agriculteurs produisent toujours 40% du PIB. Si leur poids décroît, il reste important grâce à des transformations là aussi profondes. Les rendements augmentent en effet considérablement grâce à la mécanisation et à l'utilisation d'engrais chimiques, en particulier dans le nord et le bassin parisien où l'on trouve de grandes exploitations agricoles. Les machines de Cumming et les engrais coûtent néanmoins cher, très cher, et il faut trouver une solution. C'est pour ça que dès 1885, on crée le Crédit agricole pour aider les agriculteurs. La France agricole est donc divisée en deux, on l'a dit, au nord et au nord-est, des grandes exploitations très mécanisées, là où en fait, au sud et dans l'ouest, on a un modèle qui est beaucoup plus traditionnel, avec des petites exploitations familiales qui sont peu mécanisées. Comme on le voit dans l'extrait ci-contre de Pierre-Jacques Azélias, les ruraux de ces régions sont en fait pauvres et très exposés aux aléas, comme le phylloxéra qui va toucher les vignes dans ces années-là. Le désenclavement des campagnes grâce au chemin de fer et l'éducation fournis par l'école sont ainsi des enjeux majeurs pour la Troisième République. L'État adopte également des mesures protectionnistes qu'on voit ici. Les premiers syndicats agricoles sont créés. Enfin, on met en avant les réussites des paysans dans des comices agricoles qui se multiplient ou on crée encore des grands concours comme le concours général de Paris qui récompense les meilleures productions. Maintenant qu'on a vu la question du monde rural, passons à la question ouvrière. Dès 1911, le nombre de salariés de l'industrie dépasse la population agricole, passant ainsi de 3 millions en 1870 à 7 millions en 1914. Désormais, l'industrie produit un tiers du PIB national. Petit point rapide du coup sur le paysage économique global du territoire français à l'époque, qui est très inégal avec des territoires qui sont très industrialisés, en particulier au nord et dans l'est de la France, et des territoires qui vont rester beaucoup plus ruraux au centre et à l'ouest. Les usines changent, et alors si une majorité travaille encore dans des établissements de moins de 5 salariés, c'est quand même encore 85% des ouvriers en 1914, mais ils sont de plus en plus à travailler dans des usines gigantesques et des grands complexes, comme le bassin de Longwy qu'on voit ici. Et par endroits, comme aux usines Schneider du Creusot, on compte ainsi 10 000 ouvriers dès 1914. Le quotidien des ouvriers est dangereux et répétitif depuis l'invention du taylorisme. Et les patrons comme Henri Schneider, Édouard Michin ou encore André Citroën
vont proposer des logements in situ sur les usines mêmes à leurs ouvriers et vont mener une politique paternaliste. Le quotidien des ouvriers se fait ainsi entièrement à l'usine, ils dorment sur place, mangent sur place, alors pas dans l'usine en elle-même, mais dans le périmètre de l'usine, du territoire qui appartient au patron. Leurs enfants vont à l'école, qui est financée par le patron, et même les fêtes ont lieu sur le territoire de l'usine, là où le patron tient la place d'honneur. Le maigre salaire des ouvriers revient ainsi entièrement ou presque à l'usine, et le moindre accident du travail plonge les ouvriers dans la misère. Et dans ce contexte, les revendications ouvrières vont s'affirmer de plus en plus. Ils demandent la diminution du temps de travail pour avoir une journée de 8 heures et des augmentations de salaire. Les syndicats sont reconnus dès 1884, on l'a vu dans les chapitres précédents, et la CGT est créée en 1895. Dans son journal, La Voix du Peuple et dans sa charte d'Amiens de 1906, ce premier syndicat unitaire de France affirme ainsi, s'inspirant des écrits de Karl Marx, sa volonté de renverser la société capitaliste. Les grèves se multiplient, il y en a 1300 en 1906, et les manifestations sont parfois violentes, en tout cas violemment réprimées, comme à Fourmies où la police tire sur la foule entraînant la mort de 10 grévistes sur place. Ces mouvements ouvriers réussissent, malgré la répression, à obtenir des avancées, notamment grâce au poids politique grandissant de la SFIO, le parti de Jean Jaurès, qui obtient 17% des voix en 1914, et on l'a dit, en 1906, un jour de repos hebdomadaire est rendu obligatoire, et dès 1910 sont créées les retraites ouvrières. Cette société française, qui connaît donc des transformations extrêmement profondes, va être aussi sous tension. Premier point, c'est lié à l'évolution démographique qui entraîne l'apparition, en tout cas le développement d'une immigration importante à cette époque. La population française passe de 38,4 millions d'habitants en 1870 à 39,6 millions en 1914. La croissance démographique est donc fortement ralentie en ce tournant de siècle. La question c'est pourquoi ? C'est la faute à Malthus, enfin pas exactement, mais c'est en partie sa faute. Selon le malthusianisme, les productions agricoles augmentent arithmétiquement, tandis que la population va augmenter géométriquement. Il faut donc limiter les naissances pour limiter la pression sur les ressources, et c'est un principe qui va être appliqué par bien des Français. Avec les progrès de la science et de l'agriculture, la mortalité infantile diminue. Les petits exploitants agricoles ont peur de devoir partager des exploitations déjà réduites entre de trop nombreux enfants, ce qui mettrait en péril leur descendance. Chez les ouvriers, c'est la peur du chômage qui va nourrir ce qu'on appelait la grève du ventre, le fait de ne pas faire d'enfants. Et pour les bourgeois, l'ascension sociale est facilitée si l'on a moins d'enfants. Enfin, il ne faut pas oublier le contexte de l'époque. Après la défaite de 1870, faire des enfants, c'est aussi faire des futurs soldats qui sont appelés à mourir, et à mourir jeunes, sur le champ de bataille, d'une guerre qui va éclater. Alors, on ne sait pas encore quand elle va éclater à l'époque, nous on le sait, elle éclate en 1914. Il y a donc une pénurie de main-d'œuvre. Pour y faire face, la France fait appel à l'immigration des pays voisins. De 800 000 en 1870, il y a 1,1 million d'étrangers en France en 1914, soit 2,8% de la population, qui sont employés majoritairement dans l'industrie. Les Italiens, les Espagnols, qui sont en situation de précarité, ils sont moins coûteux et donc plus dociles et donc surtout plus facilement exploitables. Pour les attirer, la République adopte en 1889 une loi qui crée dans les faits le droit du sol. Désormais, les enfants qui naissent en France obtiennent la nationalité française à leur majorité s'ils effectuent leur service militaire, pour les hommes. Néanmoins, si l'immigration est nécessaire pour la croissance économique, comme souvent, les étrangers sont vus d'un mauvais œil et la xénophobie est très importante, tant et si bien que dès 1899, l'emploi des étrangers est restreint dans certains secteurs, notamment par les décrets Millerand, qui vont limiter en particulier la question des travailleurs étrangers dans les travaux publics et les collectivités locales. Dernier point de tension, c'est la question des femmes. Si on s'en tient au code civil napoléonien, les femmes restent mineures toute leur vie et sont des citoyennes passives. Elles ont des droits civils, mais pas politiques. Pourtant, les femmes sont pleinement intégrées à la société industrielle, en particulier dans les milieux les plus défavorisés. En 1914, il y a 55% des femmes qui sont actives, mais plutôt dans des domaines
peu qualifiées, en particulier elles sont souvent domestiques ou ouvrières textiles. Et elles ne peuvent pas adhérer à un syndicat, et leurs revendications en la matière vont longtemps, très longtemps rester lettre morte. Pourtant, il y a des figures politiques majeures qui défendent l'éducation des filles et une certaine émancipation, comme Jules Ferry. Certaines figures publiques majeures, d'ailleurs, sont des femmes comme Marie Curie, qui obtient le prix Nobel de physique avec son mari en 1903, puis seule en chimie en 1911. Les femmes ne sont ainsi plus aussi invisibles qu'avant, et leur place va évoluer peu à peu. Cette évolution se fait notamment par le renforcement du mouvement féministe et du suffragisme qui se développe en France. Dès 1882 est créée la Ligue française des droits des femmes. En 1997, Marguerite Durand fonde le premier journal féministe de France, qui s'appelle La Fronde. En 1907, les femmes mariées peuvent librement disposer de leur salaire et les lycées de filles se multiplient en France, leur permettant d'accéder à des études universitaires. On compte quand même 33 000 lycéennes à la veille de la Première Guerre mondiale. Même la mode évolue. Elles peuvent ainsi porter le pantalon pour faire du vélo, et la petite reine accompagne ainsi l'émancipation des femmes. Néanmoins, le droit de vote qu'elle réclame depuis longtemps, et qui est octroyé quand même, rappelons-nous, dès 1898 en Nouvelle-Zélande, leur échappe toujours à l'aube de la Grande Guerre. Durant la Belle Époque, la société française connaît des bouleversements profonds. Le progrès technique et les avancées sociales transforment le quotidien. Avec l'accélération de l'industrialisation, la France connaît une transition urbaine et une immigration nouvelle qui font apparaître de nouvelles tensions dans la société. Si les revendications se multiplient, la Grande Guerre qui éclate à l'été 1914 vient imposer une union sacrée qui met entre parenthèses les revendications multiples. Merci beaucoup d'avoir écouté ce nouveau cours et on se dit à très bientôt en classe.